Avant-dernière semaine, mesdames et messieurs, pour terminer cette année 2019, tribune de presse, je reçois pour la première fois, non, je veux dire pour la première fois ce duo, on va dire comme ça, ce duo, et puis ça va finalement permettre aux gens de comprendre que l'un n'est pas l'autre, l'autre n'est pas l'un. On va dire, Pero Loara, comment allez-vous Pero? Je vais bien. Meilleur vœu. Merci, bonne année à toi. Je suis très content de te voir. Il vaut mieux tard que jamais. Exactement. Madame Bossembe, ouais. Bon anniversaire à vous. Exactement. Si je n'écorche pas les prénoms, c'est Christelle, je crois. Christelle, ouais. Christelle Elle porte mon nom en fait. Christelle Bossembe. Christelle, Oui. bon anniversaire à vous. Oui. Que cette nouvelle année vous apporte plein de bonnes choses. Que vous ayez des triplés, je vous les souhaite. Je le souhaite aussi. Donc, Je bon le souhaite anniversaire aussi. à vous et occupez-vous bien de notre chien. Oui, il s'appelle Mabrouk. Elle s'appelle Mabrouk, notre petite chienne. Alors, déjà, tu n'es pas Jacqueline Dalla. Ben voilà, ça me fait plaisir d'être sur le même plateau que Jacqueline Dalla. Parce que tout le monde nous confond, je sais pas. Jackie est un peu plus élancé que moi, un peu plus baraqué que moi, un peu plus sombre que moi. Mais les gens nous confondent, on m'appelle Jacquline Dalla, on appelle Jacquline Dalla Pero Loara. Je sais pas qu'est-ce qui fait que de temps en temps on puisse Jackie, qu'on appelle sur le même plateau avec lui. Qu'on appelait affectueusement Elengui, il y a Jackie, et ainsi de suite. Jacquine Dalla, vous n'êtes pas Pero Loara. Donc on sait le voir, hein. Merci Christian. Donc Pero a tout dit, donc levez les meilleurs. Et surtout à vos nombreux téléspectateurs dans le monde. Merci. Merci à la grande équipe des Congo Buzz TV. Bravo pour le travail. Bon anniversaire parce que vous venez de fêter une année. Non, et notre... et bien de bonnes choses, donc plein succès. Continuez, foncez, devenez une grande maison. Vous avez la vision et restez sur la bonne voie. Malgré les tirs qu'on essuie, bon, de toute façon, on continue à se battre pour la vérité. C'est ce qui est très important. Merci beaucoup. Merci Jacquine Dalla. Ah, merci beaucoup. Alors là, déjà, on commence le débat. C'est la question de policiers. D'abord, c'est une nouvelle, c'est une entrée, comme on dit. Un policier a battu deux autres policiers et lui-même a été abattu, neutralisé parce qu'il était enragé, on ne pouvait pas le contrôler. La police a estimé qu'il fallait finalement arrêter cette bêtise. Mais alors la grande question, est-ce que la police n'avait-elle pas un autre moyen que de neutraliser cette personne, que de l'abattre? Non, Christian, je crois qu'aujourd'hui tout le monde peut voir que rien ne marche, mon cher ami. Nous sommes dans un pays où tout devient comme si c'était un jeu d'enfant. En fait, votre question, clairement, c'est de savoir pourquoi on n'a pas une armée et une police professionnelle. Ça, non, c'est votre question. Pourquoi n'a-t-on pas une police professionnelle? Oui, on n'a pas une police professionnelle par manque de volonté, parce que les gens qui nous dirigent veulent que nous puissions vivre dans ces conditions-là. Mais la police, on l'a hérité, on va dire. Hein, mais c'est ce que j'ai dit, non. C'est ce que j'ai dit. Les gens qui nous dirigent. Quand j'ai dit les gens qui nous dirigent, que ce soit ceux qui dirigent aujourd'hui, ou ceux qui nous dirigeaient hier. On l'a hérité par qui? Qui était là hier? Non, c'est aujourd'hui Félix. C'est seulement Félix. C'est en fait seulement Félix qui présente une autre figure d'un chef de l'État. Mais les pouvoirs restent entre les mains de Kabila. Il faut le dire. Pourquoi mais aujourd'hui, Fachi a la police, c'est lui qui est à l'intérieur. Mais en fait, est-ce que vous pensez que le changement pourrait venir de là? Pourquoi vous voulez qu'on juge moi, j'aime même pas l'appeler Fachi, je trouve que c'est un manque de respect. Pourquoi vous voulez qu'on juge le président Félix Tshisekedi sur le plan de la sécurité, n'est-ce pas, dans l'espace de moins de 2 ans? C'est difficile, vous avez tout. Kabila, c'est comme s'il savait déjà, il préparait tout pour qu'après lui, que tout ne marche pas. Le vrai déluge. Voilà, en fait. évidemment, que ça soit vraiment une catastrophe à tous les niveaux. Et on sait le voir. Et que l'on sente qu'il n'est pas là. Non, que l'on sente qu'il y a un chaos, oui. Et c'est un chaos hérité, et qu'à la rigueur, le Congolais lambda l'acclame, demande à ceux qui rentrent. J'ai vu des jeunes gens chantant Zonga, Kabila, Yaka, je crois, Yaka. Oui, Yaka, voilà, 16 heures de roi. C'est vraiment ça c'est une honte. Et si les Congolais, franchement, se comportent de cette façon-là, je crois que ce pays est maudit. Mais par le nom de Voulous Kimbangu, on n'est pas maudit. Il y a une classe, évidemment, de personnes qui sont maudites et qui restera comme cela jusqu'à la fin du monde. Alors, mais alors, Pero, vous aussi, hier, par exemple, la ville de, disons, Huiléry était bloquée parce qu'il ne fallait pas passer par là. J'ai vécu l'événement parce que j'étais à l'émission de notre confrère Bossolo la politique. D'accord, Israël Moutombo. Vous savez que... c'est pas très loin, en tout cas. C'est pas très loin. Israël a dû même arrêter l'émission. Parce que c'est une émission qui passe en direct. Ceux qui nous suivaient ont compris qu'on était tellement embêtés, tellement dérangés qu'il était dans l'obligation, avec le coup de feu qu'il y avait, d'arrêter l'émission en direct. Donc on a arrêté l'émission, on n'a pas pu aller jusqu'à la fin parce qu'il y avait ces coups de feu-là.
Bon, est-ce que la police avait-elle la possibilité de pouvoir arrêter cet homme-là? C'était compliqué. J'étais quand même tout près de l'action. Qu'est-ce qui s'est passé? On présente cet homme comme étant un malade. Un détraqué qui serait venu de Matadi. Qui s'appelle Mabosso. Mais le problème, c'est que Mabosso avait une position beaucoup plus confortable que les policiers. Mabosso était sur un immeuble. Sur un immeuble. Et là, il est calculé. Et là, il tirait à bout portant sur des gens qui étaient en bas. Pour tous les spécialistes qui ont un peu de connaissances, je ne suis pas militaire, mais on sait que quelqu'un qui est armé et qui trouve à une position des hauteurs, c'est tout à fait normal. L'avantage que celui qui est à l'abri. Qui est à l'abri. Bon, est-ce qu'on l'a abattu? Jackie parle d'une police non professionnelle. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire du monde qu'on voit la police abattre des gens. Ce sont des forcenés. Rappelez-vous qu'aux États-Unis d'Amérique, lorsqu'il y a ils ont le record le plus fort. Hein? Non, les États-Unis d'Amérique, lorsqu'il y a des fusillades dans des écoles, on finit toujours par abattre l'homme qui tue les gens. En France, on appelle ça neutralisation. On appelle ça neutralisation. Hein? Donc moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, parce que la police a abattu Mabosso, qu'on doit dire que la police n'était pas professionnelle. Autre chose, quand il dit que Fachi, c'est un manque de respect, moi, je ne trouve pas que c'est aussi un manque de respect. Je trouve plutôt que c'est un terme affectueux que le Congolais a adopté. On le voit. C'est un anagramme. On parle des SCA, oui. On parle des Sarko, c'est des choses qui passent. Mais là, je suis totalement d'accord avec lui. C'est en allant un peu plus loin dans l'analyse. Pourquoi Mabosso s'est-il retrouvé là? Est-ce que la prise en charge des Mabosso était assurée par la police? Est-ce que quand Lufungu a-t-il un asile pour des malades mentales? Tout ça veut tout simplement dire que c'était un policier qui était malade, reconnu comme étant malade, mais abandonné par l'État. Comment il a eu l'arme? Lui qui est malade. Le général Kassongo a dit qu'il a arraché l'arme auprès d'un de ses collègues. Mais le problème, comment il s'est retrouvé là? Parce que le général Kassongo, qui est commissaire provincial de la police, nous dit que c'était un policier qui avait des problèmes mentaux. Mais comment un homme qui a des problèmes mentaux? Alors que là, au niveau des camps de Fungoula, vous n'avez pas un hôpital psychiatrique. Vous n'avez pas un asile psychiatrique pour des personnes qui ont des problèmes de tête. Comment il s'est retrouvé là? L'homme était tout simplement abandonné. Selon nos informations, c'est d'ailleurs par vengeance et par colère, vu la dégradation de son état, que Mabosso a décidé de se venger sur la République et sur ses collègues. Ici, j'attire donc la responsabilité de la République. Vous pouvez décrier la police aujourd'hui, mais nous avons quelle police? Nous avons une police qui a été paupérisée, qui a été abandonnée par Kabila, et malheureusement, on sent qu'avec Félix Tshisekedi, la situation n'a pas encore complètement changé. Heureusement, j'ai appris qu'on passera des 70 000 à 450 000. Oui. Merci pour ça, je sens que les efforts sont fournis. Donc, en clair, la police avait peut-être le droit de l'abattre parce que là, il était entre... Il représentait une menace pour lui-même et pour le monde. Il représentait une menace pour tout le monde. Pour tout le monde. Au-delà de la menace que Mabosso représentait, le problème, c'est pourquoi il en est arrivé là. Alors, il en est arrivé là à cause de l'irresponsabilité de l'État, à cause de l'irresponsabilité de l'État qui a abandonné un de ses meilleurs fils qui a servi sous les drapeaux. Très bien. Alors, mais Jackie Ndala fait... moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Pourquoi? Je m'explique. Parce que j'ai vu des militaires dans les bistrots, dans des bars avec des armes. Je les ai vus, des militaires avec des armes. J'ai vu des policiers vivre dans nos cités avec des armes à la maison, et en train de nettoyer les armes, comme on dit, à la cour, à la cour commune, dans une cour commune, en train de nettoyer son propre arme. Alors je me dis, mais sa propre arme, pardon, mais je me dis, mais dans des conditions pareilles, est-ce que l'État est en mesure de nous dire qui est policier, qui est militaire, combien d'armes sont en circulation, combien de cartouches ont été utilisées? Est-ce qu'il y a, on a ça aujourd'hui? Christian, nous sommes journalistes au départ. Je crois que les exemples énumérés par notre ami et frère Perrault sont des exemples, excusez-moi les termes, ça peut passer, ce sont des exemples asymétriques. Comment on peut comparer la sécurité au niveau des États-Unis d'Amérique, en France, quand il y a une intervention, c'est vrai qu'il y a des dégâts humains. Non, ici nous sommes en RDC, j'en arrive automatiquement à votre question, nous sommes dans un État qui n'existe pas. Nous sommes dans une jungle, mon frère, ami. Dans ce pays, personne n'est sécurisé. Que ce soit vous, nous, là, même si nous sommes là, on n'est pas sécurisé. À tout moment, ça peut barder. Vous avez vu, vous voyez des vidéos des militaires, des sous-officiers dans des débits de boissons, armes à la main, en train de danser, de trimousser leurs hanches. Ça, c'est de l'irresponsabilité. C'est l'État. Mais même aux États-Unis, les militaires dansent quand même. Mais évidemment, mais on ne puisse pas, on ne puisse pas des exemples à ces niveaux-là. Mais le militaire, c'est un homme. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Un militaire, c'est un homme, une personne humaine, oui, mais quand on est dans sa tenue, s'il vous plaît, on représente, on est sous le drapeau. On représente toute une république, s'il vous plaît. On est une police nationale. On est un militaire congolais. C'est notre fierté. Vous savez, le service militaire,
et aussi la police. Le grand travail, écoutez très bien, le grand travail au niveau de l'armée et de la police, quand on va en formation, c'est au niveau psychologique. Le grand travail, c'est à ce niveau-là. Et aussi, en deuxième lieu, bon, premier lieu, c'est donc la discipline, évidemment, qui implique la psychologie. Mais aujourd'hui, on prend une veuve militaire qui devient automatiquement en tenue et qu'on retrouve dans la rue en train de réguler la circulation. C'est le grand problème ici. Très bien. Le recrutement. Il faut qu'on à tous ces niveaux-là. La formation, il faut voilà, montrer aux policiers. Il faut apprendre aux policiers qu'il est là. De se maîtriser d'abord. Et que l'arme, c'est en tout cas. Non, c'est le dernier rempart. Donc ça ne peut pas passer. Et en formation militaire, on ne peut tirer que quand il y a réplique. Au cas contraire, vous ne tirez pas. Vous passez par des sommations. Ou lorsque votre vie est en danger, vous pouvez... Non, quand il y a réplique, vous pouvez... Parce que quand il y a réplique, ça dit qu'il y a quelqu'un qui tire. Donc, d'abord, vous ciblez, n'est-ce pas, l'obstacle, et vous avancez vers l'obstacle. Et avec précision. On n'y va pas pêle-mêle. Vous êtes l'enfant d'un militaire aussi? Bien sûr, un officier militaire. Vous aussi, vous êtes l'enfant d'un militaire? Ah non, donc on est les deux enfants des militaires. Ah, ok, c'est bon. Très bien, alors on va passer à la question. C'est vrai qu'on veut tous avoir une police professionnelle. Est-ce que la question elle est simple. Est-ce que vous pensez que Fachi est en position de créer une police, je vais dire une police professionnelle, tout ça? Je suis d'avis à un certain degré, à un certain niveau avec Jacques Ndala, mais je voudrais quand même pas qu'on jette autant de l'anathème. Lorsqu'il dit que nous sommes dans une jungle, je crois que c'est quand même, on va quand même dans les extrémismes. Je voudrais tout simplement rappeler à Jacques Ndala que lorsque vous lisez les grands manuels où on répertorie les crimes, Kinshasa n'est pas la ville où le Congo n'est pas les pays les plus criminels de la République. Vous savez, par exemple, quand vous êtes en Afrique du Sud, une ville comme Djobour est la ville où le taux de criminalité c'est des villes rouges, est plus important que, par exemple, la ville de Kinshasa. Je reconnais, comme lui, qu'il y a des sérieux problèmes au niveau de notre administration, au niveau de notre État. Mais dès là, à jeter de l'anathème, à dire que ça, c'est pas un État, à dire que nous sommes dans une jungle, je n'irai pas jusqu'à ces niveaux-là. Je voudrais quand même qu'on n'aille pas dans les extrêmes. Vous parlez de la question de la police. Vous savez, et que ça soit la police et que ça soit l'armée, nous sommes dans une situation où ces deux corps les plus importants de la République sont complètement déstructurés. Nous sommes dans la déstructuration. Cette déstructuration a commencé vers la fin de Mobutu. Donc, je parle déjà lorsque vous entrez vers les années 90, où le grand maréchal, avec le grand Zaïre, commençait à avoir des problèmes lorsque Mobutu a laissé que les généraux deviennent des affairistes, et puis que Mobutu a décidé de laisser l'armée entre les mains de la tribu. Lorsque vous lisez, par exemple, l'ouvrage de, comment il s'appelle, de Mbanda, hein, Ainsi sonne les glas, il va sérieusement vous expliquer dans cet ouvrage qu'il y a même des mots d'ordre militaire qui étaient désormais donnés en Bandi. Oui, yes. Donc l'homme a accepté à un moment donné de prendre et de tribaliser l'armée qui était plutôt un corps très fort, une armée qui faisait peur à nos voisins, une armée dissuasive. Et le malheur a commencé par là. Lorsque Mobutu a fait ça, et la déroute de notre armée a commencé. Cette déroute va se poursuivre avec M. Laurent Désiré Kabila. Lorsqu'il arrive avec la cohorte des Rwandais qui étaient avec lui, alors que le Rwanda avait notre image, c'était d'infiltrer notre armée, de les déstructurer. La plus grande erreur, la plus grande bêtise qu'il va commettre, c'est quoi? C'est de prendre les officiers que nous avions, les envoyer à Kitona pour les exterminer. C'était pratiquement une extermination que M. Laurent Désiré Kabila a accomplie. Rappelez-vous, il prend les meilleurs que nous avions, les fils dignes de ce pays, des officiers de l'armée qui ont étudié en Belgique, qui ont étudié en Égypte, qui ont étudié aux États-Unis d'Amérique, il va les concentrer, comme dans un camp de concentration à l'époque des nazis, à Kitona, et il y a eu des centaines de morts. Nous avons perdu la plupart de nos militaires, ils ont traversé soit à Brazzaville. Et ça va se poursuivre avec Joseph Kabila, qui lui viendra enterrer cette armée avec son histoire de brassage. Il prend les Kunda Batouaré, déjà qui ont des nationalités douteuses, déjà qui ne connaissent même pas la tactique. Les Bosco Tanganda. Kabila, le fils, lui, viendra dans une mission cette fois-là pour assassiner complètement l'armée. Lui nous a laissé dans un trou. Aujourd'hui, j'entends les kabylistes nous dire l'armée congolaise, c'est la 10e armée du monde. J'ai dit, mais ces gens n'ont même pas honte. Donc, Bossembe, nous sommes dans ces cocktails-là explosifs. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Ce qu'il faut faire, il faut que le président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, prenne de plus en plus son indépendance avec Kabila et surtout avec les paradigmes de Kabila. Qu'est-ce que j'ai dit par rapport au paradigme de Kabila? Aujourd'hui, vous avez une armée totalement infiltrée. Vous avez une armée déstructurée laissée par Kabila. Il faut taper du poing sur la table. Première des choses à faire, restructuration de l'armée. On nous dit, Kabila a restructuré l'armée. Lorsqu'il est venu, il n'y avait pas d'armée.
Tout ça, c'est faux. Qui rentre dans notre armée? Mais qui a détruit l'armée en question? Non, mais c'est Kabila. Bien évidemment, donc Kabila. on va pas Moi, quand même... Vous parlez de la destruction, moi j'ai dit Kabila a enterré notre armée. L'enterrement, très bien. Alors on prend... Donc là, nous sommes dans une situation, où que ce soit à la police ou que ce soit dans l'armée, pour moi, je trouve qu'on est dans une situation de vide. Il faut des décisions courageuses de la part du président de la République. Très bien. Il faut restructurer cette armée, il faut réfléchir sur le mode des recrutements de nos militaires. Il faut également s'organiser pour le social des policiers et des militaires. Allez, faites un tour à Kankokolo, par exemple, où vous avez une maison d'un mètre carré, 7 familles de militaires à l'intérieur. C'est compliqué. Je reviens à vous tout de suite, Perrault. Mais Jackie, vous êtes l'enfant d'un militaire, moi je le suis aussi. Mon père n'était pas colonel, il n'était pas général, c'était un capitaine. Mais je n'ai jamais mendié, je n'ai jamais été traité de voyou ni de bandit. J'ai vécu dans un camp militaire, mais ça n'avait rien à voir avec ce que je vois aujourd'hui et tout ça. Et bon, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de policiers. Je ne sais pas si les policiers jouaient le rôle des gendarmes ou la garde civile, je ne sais plus. La garde civile. Alors, mais qu'est-ce qu'on peut faire si pas créer des conditions de vie de bien, mais revenir quand même un peu en avant, parce que finalement, on a été, et puis on a été déboussolé. J'aimerais revenir sur mes propos de tout à l'heure quand Perrault dit qu'il n'était pas d'accord avec moi. Au même moment, il se contredit quand il parle que nous sommes dans un cocktail explosif et qu'il faudra restructurer l'armée. Et vous savez le rôle de l'armée dans un État. Quand j'ai dit que nous sommes dans une situation de non-État, est-ce que vous savez le rôle de l'armée quand l'État existe? Je crois que l'armée, c'est le soubassement de toute chose. Hein. L'armée, c'est la sécurité. C'est l'armée et la police qui contrôlent, qui surveillent, qui protègent, n'est-ce pas, en dehors des citoyens, les institutions. La force d'un État, évidemment, va de la force de son armée. Donc, j'insiste, je dis encore une fois ici que nous sommes dans une situation de non-État. Voilà. Alors, que faire pour construire une police et une armée? Il est important de commencer avec des réformes. Et ce n'est pas seulement au niveau de la sécurité. Il faut des réformes à tous les niveaux. Vous, tout à l'heure, vous avez dit que votre papa était capitaine. Mon père est parti... D'abord, il était magistrat militaire. C'est parmi les personnes qui ont restructuré l'auditorat à l'époque des musées. Malheureusement, il a été éliminé par... cette sale classe politique. Mais voilà, et puis ils nous montaient comme quoi il était des faux, ils ont évoqué des faux. Pourtant, ils ont évoqué des vrais magistrats qui n'obéissaient pas aux ordres de la Kabylie à l'époque. Voilà, donc nous sommes, comme j'ai dit tout à l'heure, le président Félix a hérité d'une situation de non-État. Et il est grand temps que par son leadership, parce que tout part de là. Il faut qu'il y ait un leadership courageux, ok, un leadership convaincant, pouvant dire, ok, mesdames et messieurs, chers compatriotes, on s'arrête là, et faire un bilan. Est-ce que vous le voyez faire ça? A-t-il les moyens? Je crois que le moyen, c'est lui qui doit le créer. Oui. Tout à l'heure, vous êtes mis à vous réjouir ici, disant qu'on va partir de 80 000 à 400 000 francs. Qui décide? C'est le chef de l'État. Oui. Donc, il a les moyens de le faire. Et moi, je dis, je refuse de rester au niveau seulement de l'armée, encore moins de la sécurité. Je dis qu'il faut des réformes à tous les niveaux. Est-ce que, la question revient la même, est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi sera suffisamment capable, suffisamment courageux de prendre des mesures comme ça qui pourraient déranger Kabila? Mais tout à fait. J'ai dit, je vais me répéter, j'ai dit, il faut un leadership courageux. Un leadership engagé. Il faut du patriotisme. Voilà. Regardez Kabila droit dans les yeux et dire, monsieur, c'est moi qui suis responsable devant, n'est-ce pas, la nation. Je prends cette décision parce que je pense que le Congo a besoin, a les moyens de pouvoir s'épanouir. Et il faut que le fils de ce pays s'épanouisse dans leur pays. C'est tout. Il faut un leadership courageux. Il faut une décision courageuse. Que dites-vous alors? Ça ne se négocie pas, s'il vous plaît. Que dites-vous alors de ce qu'il a dit dans Jeune Afrique? Il a dit, au Congo, il n'y a qu'un seul patron, et c'est moi. Je crois que pas pour le moment, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que Félix sait ce qu'il fait. Il sait dans quel jeu il s'est lancé. Et les conséquences, je crois que s'il ne fait pas attention, il va en subir, personnellement. Très bien. Alors, on va passer à autre chose. Alors, Perrault, là, une vidéo a circulé, un clip, où le président de la République avec sa femme, la première dame, ont finalement fait des compliments aux Congolais, des joyeux Noël, bonne année, et ils ont demandé aux Congolais d'être de plus en plus compatissants à nos frères, à nos compatriotes qui vivent à l'est du pays. Alors, aussitôt que la vidéo est sortie, eh bien, des tirs de tous les côtés, c'était pas une bonne vidéo. La première dame ne devait pas commencer à parler d'abord, elle n'est pas reconnue au Congo comme une institution, c'est le président de la République qui devait parler, la première dame ne devrait pas, donc c'était une vidéo ratée,
rempli des promesses, et ainsi de suite. Est-ce que vous partagez l'avis de toutes ces personnes? Avant de commenter la vidéo, je voudrais juste en 30 secondes dire quelque chose sur ce qu'il faut Félix fasse. Je suis totalement d'accord avec Jackie que Félix, aujourd'hui, doit nous dessiner un leadership courageux. Et ce leadership passe par deux choses. La première des choses, c'est la fragilisation des Kabila. Un peu comme Monseigneur Ambongo l'a dit. Aussi longtemps que Félix Tshisekedi aura sur ses épaules le poids d'un mariage contre nature avec Kabila, ça sera très compliqué par lui. Parce que ces deux hommes ne voient pas les choses de la même manière. Vous avez d'un côté quelqu'un qui est sorti des cuisses de son père, 37 ans de lutte, et qui veut la modernisation et le développement de ce pays. De l'autre côté, vous avez quelqu'un qui est venu, qui a saigné ce pays pendant 18 ans et qui l'a mis à feu et à sang. Ces deux personnes-là ne peuvent pas marcher ensemble. La deuxième des choses, il faut que Félix se réfléchisse et qu'il mette en branle des stratégies au besoin pour arrêter ce mariage contre nature qui ne plaît pas aux Congolais. Ça, c'est évident. Attendons peut-être le 24 janvier, on pourra dessiner une autre... ça pourra peut-être être dessiné autrement. Attendons voir. La vidéo. Alors, la vidéo, je regardais avec beaucoup d'admiration et avec délectation la vidéo du président de la République. Ce qu'il faut dire sur le plan de la forme, j'ai l'impression finalement d'avoir un président qui vit avec nous, qui connaît nos réalités et qui fait les choses sur le plan de la forme selon les règles de l'art. On nous a habitués à quoi dans ce pays? Chaque le 24, on voyait un monsieur barbe et pas taillée, cheveux nombreux, avec un micro en désordre, une sorte de chair. Tout était compliqué, tout était bizarre, comme si on était au Soudan du Sud. Cherchant à arranger le micro à tout moment. À tout moment, donc, c'était pas beau à voir. À l'époque des Kabila, sur le plan de la communication, de la forme communicationnelle, tout était fait pour que les Congolais, pour que les téléspectateurs ne puissent pas aimer Kabila. Mais là, vous avez un couplet détendu qui donne l'impression qu'il connaît les problèmes des Congolais. Pour une fois, j'ai suivi que Félix n'a pas fait des grandes promesses. Il a plutôt appelé les gens à la compassion. Il a dit qu'il faut faire un geste, il faut aller au couvent, il faut faire un tour vers les mais il n'a fait aucune promesse, on va dire. Non, mais non, parce que quand les gens disent qu'il a fait des promesses, je sais qu'il est champion en promesses, mais pour une fois, je suis content d'avoir le président de la République qui s'est limité au niveau des vœux. Et moi, j'ai trouvé que la forme était bonne et le fond aussi était bon. Pour des gens qui disent que la première dame ne pouvait pas les prendre, la fête de la nativité, en fait, la fête de la nativité, c'est une fête des enfants et c'est une fête de la famille. Parce que c'est d'abord la femme qui est mise au monde. La famille est incarnée par la femme. C'est la femme qui incarne la sagesse, c'est la femme qui incarne le foyer, c'est la femme qui incarne la famille. Félix n'est pas le premier à le faire. J'espère que vous avez suivi les vœux de Donald Trump. Ça se fait toujours d'ailleurs. Obama c'était pire même. Obama se faisait quand même des câlins avec sa femme. Poutine le fait avec son chien. Donc apprenons un peu à se moderniser. C'est tout à fait normal lorsqu'en 18 ans, nous avons été habitués à voir la forme désastreuse des Kabila dans sa façon de faire les vœux, c'est tout à fait normal que les gens ne comprennent pas ce que Félix fait maintenant. Alors, Jackie Ndala, cette vidéo parle de Jésus-Christ dans un pays laïque. Alors les gens tirent dessus en disant, et nous les musulmans alors, qui parlera pour nous? Et nous les francs-maçons, qui parlera pour nous? Et nous les bouddhistes, qui parlera pour nous? Est-ce que vous pensez que le président de la République et Madame Denise ont péché dans la communication? Ils auraient pu rester dans la logique de Dieu, mais en réalité le 25 c'est Noël, c'est Christ, donc c'est... Voilà. Vous me posez une question, vous répondez tout de suite. J'essaye. Donc, voilà. Donc la réponse est celle-là. Donc ce jour-là, c'est un jour consacré à ceux qui croient en Christ. Exactement. Comme Dieu, né d'une femme, Marie, et qui est arrivé comme sauveur de l'humanité. Donc ça n'avait rien à voir avec l'œcuménisme. Moi, je voulais quand même faire quelques révélations par rapport à ce message qui était une innovation, il faut le dire. Mais quand on dit innovation, oui c'est vrai, quand on commence à innover, il faut qu'on puisse innover dans toutes choses, dans tout ce qu'on fait, dans tous les secteurs, comme je disais tout à l'heure. Il faut vraiment que Félix, comme il a fait la différence, il faut qu'il continue à faire la différence à tous les niveaux. Nous insistons, il faut vraiment qu'il y ait une différence. Vous savez, c'est un scénario formidable, génial, où on voit un couple présidentiel, n'est-ce pas, en étant réellement couple présidentiel. C'est-à-dire monsieur et madame, époux et épouse. C'est d'abord le message, c'est l'unité, n'est-ce pas, au cœur d'une situation, au cœur d'une célébration, n'est-ce pas? Et de l'amour aussi, de l'affection. De l'amour, de l'affection, de l'attention, parce que quand monsieur parlait, madame regardait, ça veut dire l'attention. Moi, je suis spécialiste en communication. Quand monsieur parlait, madame faisait la même chose. Le problème, c'est au niveau de la forme, c'était... J'ai dit 100% formidable. Au niveau de la forme, c'était génial, la personne qui a conçu cette histoire. Au niveau du fond, il y avait des couacs, il y avait des soucis. Vous savez, quand on communique à ces niveaux-là, le couple présidentiel voulait, au fait, entrer
dans chaque maison de fils et de filles de ce pays. Il voulait pénétrer, n'est-ce pas, je veux dire, intimité. Il voulait rester dedans. Et il fallait que par exemple, Madame Denise fasse une petite tournure en Swahili. Mais elle a commencé en lingala. On dit mbote, bembote na beno, et puis en style on dit... Non. Je crois que il doit avoir des messages. Ah d'accord. Des messages en lingala et en Swahili pour Madame Pourquoi pas Denise. La vidéo est tournée en deux langues aussi? Non, ça allait être long, ça allait être 2 minutes, non, de dire tout simplement, en tout cas, Batata Mbote, Noël est là, mon abino nyonso, faites-le d'abord en Mbote na beno, Noël Mbote na banzo na beno, bana betu bonsu, Noël mwimpa ou muzu bionu de bana benu, voilà, Wandugwa Penzi, Noël Njema, Accentimu, ça allait être, c'est communiqué, vous savez, Mobutu c'était un génie. Mobutu était un génie. Tout à l'heure, je venais avec un ami, quand on a vu une centaine de motos devant nous, et on était en train de rigoler avec Simon Boulou. On disait, mais Mobutu, c'est mystique, hein? Mobutu sera Moniboué, Arbeng, ça vient nous lancer, dans le meeting. Alors, le meeting, c'est un sémaïo, ah, mais Boni, dans le bien, Boni, bah, tout, ebele, boy. Ouais, c'est-à-dire qu'il ça. Boni, bah, tout, ebele, boy. Il gouvernait, il y a rien à nous. Dans la ligne, comment on a subi le côté? Ce sont des choses. Il faut faire, au moins pour la première fois, on avait un président qui nous parlait comme quelqu'un qui était avec nous, comme quelqu'un qui venait d'être avec nous, comme quelqu'un qui voulait être avec nous un peu comme nous. Donc à ce niveau-là, je crois qu'il n'y a pas de problème. Donc je salue l'initiative et les promesses, je crois que dans la situation actuelle de notre pays, il faut éviter de faire beaucoup de promesses. Je crois qu'il faut travailler. Est-ce que vous pensez que Madame... parce que là, il y a encore un élément. Madame Denise devrait en principe faire comme Olive Lembe, faire de cadeaux aux gens. J'ai entendu dans le média, certains médias ont traité Madame Denise d'être très distancée. Elle n'aide pas les gens, elle ne partage pas. Elle aurait pu donner de l'argent comme le faisait Olive Lembe. Êtes-vous dans la logique? Dans cette logique-là, il faut qu'une femme, la première dame, donne de l'argent aux Congolais, qu'elle parte à l'hôpital, qu'elle fasse sortir tous les malades. Est-ce que vous êtes dans cette logique ou vous êtes dans une logique qu'une femme doit avoir une fondation? C'est-à-dire qu'à un moment donné, Kabila aura également réussi à déstructurer nos mentales. C'est ça le mal de Joseph Kabila. Lorsque on commence à réclamer des choses, voilà aujourd'hui, pour être élu député national, vous venez vous dites je vais faire un pont. Est-ce que c'est le travail d'un député national? Vous venez vous dites je vous donne... Non mais reste savoir la différence pont et passerelle. Ah ben voilà, je vous donne des chemises. Est-ce que c'est ça le rôle d'un député national? On nous a tellement paupérisés. Ils sont allés même à toucher l'essentiel des Congolais, c'est-à-dire le cerveau du Congolais, le neurone du Congolais, au point où on commence à exiger des choses qui n'existent pas. Excusez-moi. Je vous en prie. Entre un Joseph Kabila, plutôt un Marie-Olive Lembe Kabila, qui part dans un hôpital, qui sort 10 malades, même 100 malades, et paye $100,000 pour ça, mais derrière lui, dans son dos, le mari avec lequel il vit dans sa maison va piller et saucissonner la Gécamine comme Kabila l'a fait pendant 18 ans. Et une femme qui met en place une ONG, qui se cherche des moyens, qui a un mari, qui affiche des volontés d'arranger le pays. Vous choisissez plutôt Olive Lembe Kabila. On est dans quel pays? C'est la nostalgie? Non, mais c'est pas la nostalgie, c'est tout simplement un problème de désorganisation mentale. C'est-à-dire qu'on a déplacé. La pauvreté a tellement déplacé les gens de leur idéal, de leur objectif et de l'essentiel. Elle a infecté le cerveau. Donc les cerveaux ne fonctionnent plus. On commence à croire que pour être une bonne personne, il faut faire ça, il faut faire ça. Parlons justement de Madame Olive Lembe Kabila. Je salue les actions qu'elle a accomplies. Mais dans un pays sérieux, elle en a accompli beaucoup. Il faut quand même qu'on nous dise où elle trouvait tout cet argent-là. Où elle trouvait tout cet argent. Alors, M. Kindala, là aussi, c'est le problème. Donc, à un moment donné, c'est ça le mérite tout simplement de ces régimes de Kabila, des tristes mémoires, de nous avoir plongé dans une situation de chaos, dans une situation de pauvreté, et cette pauvreté-là a affecté également notre intelligence. Est-ce que vous pensez aussi qu'une première dame ne devrait pas faire de dons, ne devrait pas donner de l'argent aux pauvres, sortir de malades, maman sociale, quand il y a des problèmes d'érosion, c'est elle qui part, quand il y a des problèmes de malades, des morts, c'est elle qui finalement fait les gens de croque-morts, elle est en même temps présente dans le funérarium. Est-ce que c'est ça le rôle d'une première dame, Jacques Ndala? Il n'y a pas de problème, c'est génial, c'est bien, c'est très beau, c'est même humanitaire. Mais dès l'instant où il y a une caméra devant ça, ça perd tout le sens d'une assistance. Dès l'instant où il y a une caméra pour filmer ces gestes, ça perd tout le sens d'humanitaire, tout le sens de bonne volonté, tout le sens de bienfaisance. Est-ce que Maman Denise ne le fait pas? Je ne sais pas. Je ne travaille pas avec lui. Est-ce qu'elle le fait? Bon, si elle le fait, pourquoi ça ne passe pas dans les médias? C'est génial.
Mon frère, vous ne pouvez pas donner à vos enfants quelque chose à manger et vous demandez à une caméra de venir filmer. Votre fils est malade, vous l'amenez à l'hôpital, mais une caméra vient, bon voilà, et papa Christian a amené Junior Bossembe à l'hôpital. Non, en même temps, quand les niveaux d'aide, le sens d'aide, aider, quand est-ce qu'on aide quelqu'un? Quand est-ce qu'on assiste? Mais mon frère, on est en communication. Dans la discrétion. On est en communication. Nous parlons, là nous sommes au niveau de la communication. Il ne faudra pas toujours faire les choses qui frappent à l'œil. À qui on va faire plaisir? On est dans une campagne, on est dans une propagande. Mais ça, ce sont toutes ces questions. Il faut répondre à tout ça. Et s'il vous plaît, vous avez les habitants de, je ne sais pas, de Limité où il y avait, c'est pas moi, un cru du fleuve là. Comment on appelle le quartier? Chez Mososo. Et la République envoie des biens, des médicaments, n'est-ce pas, des biscuits, je sais pas moi, des poissons, des poulets. Et après, une caméra vient filmer comment les gens viennent prendre. C'est une honte pour notre... C'est la première fois que je vois un pays qui dit je vais assister les sinistrés. Un pays qui assiste, qui fait son travail, mais qui dit que le dans l'humanité. Ça ne peut pas se faire devant la caméra. Le pays dans l'humanité. C'est une honte pour la République. Au fait, dans ce pays, si vous voulez faire la moindre des gens qui sont pauvres, en tout cas, je peux le dire sans avoir peur d'être contredit, même par Perrault qui est en face de moi, c'est 90% des Congolais qui vivent dans la pauvreté. Alors, je vous donne déjà les chiffres, c'était 96% du chômage. Voilà. Déjà, à l'époque, Kabila a laissé 96% du chômage dans le pays. Voilà. Et puis, le 4%, c'était les politiciens, les musiciens et les pasteurs. C'était ça qui, finalement, devenait des riches. On est dans un pays où moins d'un Congolais vit, où tous les Congolais, moins d'un Congolais vit avec moins de... Les Congolais vivent avec moins d'$1. C'était ça la formulation. Et insistant aussi qu'aujourd'hui, les églises, parce qu'on a parlé des pasteurs qui sont riches, quelle église de ce pays, après 60 ans d'indépendance, après 60 ans, ou je sais pas moi, 35 ans, 50 ans ou 40 ans d'éveil, quelle église a créé des millionnaires? Pas du tout. Les églises ont créé des hôpitaux, mais les hôpitaux sont plus chers que les hôpitaux de l'État. C'est quand même des questions qu'on doit se poser. Alors très bien. Alors, quand on va se produire pour un show d'un pasteur à des places VIP, à des places... c'est quoi les contrats de VIP? Vous voulez parler de Moïse? Attendez, mais la question c'est que VIP, si vous voulez qu'on en parle, VIP de Dieu ou VIP des hommes? Oui, c'est ça la question. Ça va être mal à l'aise. Donc s'il y a un endroit des chrétiens VIP et les autres qui vont payer $10, bon, allons-y, 85 000 francs, c'est quelle classe? Très bien. Vous savez que les domaines des pasteurs, c'est un domaine que je connais bien parce que j'ai fait pendant plus de 10 ans une émission avec eux. Célèbre émission d'ailleurs. La plupart sont mes amis. C'est un domaine où j'ai toujours dit aux gens, lorsqu'on vous dit que celui-là est pasteur, immédiatement mettez-vous en tête que c'est un aventurier. Voilà. Merci Perrault. Mais même pas moi. Quand on me dit, moi, c'est comme ça que j'ai préparé ma tête. C'est sa conception. Quand on me dit, Bossembe, c'est un pasteur, je me dis, je suis en face d'un aventurier. Voilà. Ouais, parce que... Si tu n'es pas aventurier, je me dis, au moins lui, c'est une exception, mais qui malheureusement vient confirmer la règle. Et puis, il faut encore laisser le temps. Comme vous avez un pasteur qui dit que Namboka je suis le seul, la tonne dit ça à $100, un pasteur. C'est pas une fierté. Alors on va laisser ce débat, c'est pas le nôtre aujourd'hui. Très bien. Alors on a fini la question de Madame Denise. Est-ce que et puis après Madame Olive a reçu des journalistes aussi, on va dire. Hein. Il y a pas longtemps, Madame Olive a reçu des journalistes à qui on apprend ça, $500 par-ci, $500 par-là, fait des bonnes années. Et tout ça, est-ce que vous pensez que c'est mal ou c'est bien? C'est dans ses habitudes. Hein. J'ai quand même travaillé avec elle. C'est dans ses habitudes, ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on va assister un groupe de gens ou une communauté, c'est pas toujours bien. La Bible le dit, hein, quand la main droite donne, que la main gauche ne le sache pas. Donc, je crois que c'est comme ça que je peux expliquer certaines choses. Il ne faudra pas qu'on fasse des choses pour se faire populaire. Ça, c'est... Vous voyez, j'ai dit dans une émission, il n'y a pas longtemps, j'ai dit, les gens qui pensent que Kabila c'est un doué, il est intelligent, il est brillant, ne savent pas ce que ça veut dire, la politique. Kabila, c'était quelqu'un qui devait aujourd'hui laisser tout à Félix. Bon, écoute, j'ai dit même après la tricherie. Ok, Félix, allez-y, travaille avec le Parlement, il prend son épouse, son enfant, sa famille. Je prends un exemple à Dubaï. Après 3-4 ans, il annonce son retour. Ça pouvait marcher. Mais rester là, réunir les gens à Kingakati, comme si rouler dans sa 4x4 et laisser les gens chanter, filmer, et puis nous diffuser ça sur les réseaux sociaux, ça c'est nous insulter. Très bien. On en parle maintenant de la question de Mozito. Je crois qu'on a fini toutes les questions liées à la première dame, au président et aux policiers. Maintenant, la question de Mozito. Mozito qui pense qu'il faut aller en guerre. Il n'est pas tout de suite accompagné par Katumbi. Il n'est pas accompagné par Bemba. Il n'est pas accompagné par Martin Fayulu non plus. Personne ne l'accompagne, personne ne le suit dans cette logique-là. Alors, les Congolais disent qu'il a dit aux
Congo, tout ce que dit bat tout le monde. Hein. Il a été courageux. Mais moi, jusque-là, je suis en train de chercher le courage où il est, mais je ne le retrouve pas. Christian, mais Mosito est formidable. D'accord. J'ai admiré votre chute. Hein. Vous dites, Bemba a dit, Moïse a dit, Fayoulou a dit, mais les Congolais pensent qu'il a dit, c'est aux Congolais que Mosito s'est adressé en tant que leader politique. Il faut à un moment donné saluer les courages des gens. Vous savez, il est important aujourd'hui que le Rwanda, que Paul Kagame, président Kagame, puisse entendre, puisse apprendre qu'évidemment au Congo, il y en a quand même désormais que le courage de dire haut et fort que nous pouvons venir vers vous. Même si on dit, bon, on vient en guerre. Parce que, évidemment, annexer, tout ça, diriger ça, c'est ma position, en fait. Non. Moi, je dis, il faut occuper. Je crois qu'il a dit aussi. Oui, mais c'était après. Non. Il pas d'abord de la guerre. Comme si nous, les Rwandais, on pouvait se battre. Et quel est le rôle de Mosito dans cette communication? C'est un rôle d'un Congolais qui en a assez, qui en a marre de voir ses frères. Mouzé l'a dit. Mouzé l'a dit à haute voix. S'il vous plaît. Cette guerre sera longue et populaire. Contre qui? Nous allons exporter cette guerre. Nous allons ramener cette guerre d'où elle vient. Ça voulait dire quoi? Mais pourquoi Mosito le dit aujourd'hui et les gens... Et après, combien d'années Mosito l'a dit? Oui, mais le hic, c'est que Mosito était Premier ministre lorsque Zachary Bababasoué tenait des propos de la même teneur, d'ailleurs beaucoup plus virulent que celui-là, mais il a dit que c'était pas possible. On reproche à Mosito le fait que le Rwandais qu'on a attribué des vaches qui seraient venues dans le Bandundu, il a fait la queue entre les pattes. On lui reproche le fait d'être taiseux pendant toute la période de la Kabylie, alors qu'il avait l'occasion, alors qu'on tuait les gens en ce moment-là. Pourquoi il n'a pas dit ça? Mais Christian, pourquoi on veut faire semblant devant certaines situations, devant certains sujets? Mosito, Premier ministre, mais il était Premier ministre de Kabila. Allez, vous êtes journaliste, demandez une interview, il vous dira qu'il était Premier ministre, mais il ne gérait pas tout. La sécurité, c'est Kabila qui l'avait en main. Oui. Le renseignement, c'est Kabila qui l'avait en main. Aujourd'hui, vous le savez. Mais évidemment, vous savez qu'aujourd'hui, Kabila, même aujourd'hui où Félix est président, Kabila a toutes ses manettes entre ses mains. Et aujourd'hui, il faut aussi le reconnaître, il faut accepter que les Rwandais ont infiltré tous nos services de sécurité. Qui ne le sait pas? Mais on le dit à haute voix. Oui. Hein, l'infiltration, elle était bel et bien quand il était Premier ministre. Si Mosito avait dit, le Rwanda, aujourd'hui, nous a infiltrés à tous les niveaux. Vous allez le condamner. Il le savait. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a ce qu'on appelle dans votre politique aujourd'hui de la honte, de la bassesse, ce que vous qualifiez de secret d'État. Donc, autour de ça, il faut vraiment une certaine indulgence à l'égard de M. Mosito. Et moi, je salue son courage. Je dis, au moins, c'est très important que Kagame entende, écoute avec nos amis et frères rwandais qu'il y a des Congolais qui en ont marre et qui sont prêts à en découdre. Alors, Perron, il y a eu des rapports à l'époque où M. Mosito était Premier ministre, des rapports accablants, accusant les forces armées congolaises d'infiltration, accusant notre ANR d'infiltration, accuser l'État congolais d'infiltration. Mais M. Mosito n'a jamais dit un seul mot sur la question. Il n'a jamais dit un mot sur le positionnement du Rwanda. Oui, on nous a infiltrés. Ah oui. On nous a infiltrés. Il n'a jamais parlé de cela. Les Rwandais et tout ça. Et je suis en train de faire des calculs. Est-ce que ce n'était pas son époque que certains généraux sont tombés parce qu'ils ont désavoué quelque chose là-bas? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ces... Deux choses par rapport à la déclaration de Mosito. La première chose, c'est là où je suis un peu d'accord avec Jackie. Aujourd'hui, après 20 ans de guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, on nous a prêché la haine et la peur du Rwanda. Tous les Congolais savent que pendant 20 ans, le Rwanda nous a créé des problèmes, le Rwanda a une armée forte, tout ça. Et ces sentiments de haine est ancré dans la tête de tous les Congolais. Ce que Mosito a dit, il a tout simplement dit tout haut, ce que la plupart des Congolais pensent tout bas. Si vous avez des sondages sérieux, je ne parle pas des sondages Le Point, je parle des sondages sérieux, vous faites un sondage d'opinion sur la question de la guerre contre le Rwanda, je pense que la plupart des Congolais accepteront que nous puissions envahir le Rwanda, que nous puissions faire la guerre contre le Rwanda. Là, c'est évident. Occuper le Rwanda, peut-être. Je suis d'accord avec Mosito. Mais, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, là où je ne suis pas d'accord avec Mosito et pas d'accord avec Jackie Ndala, Mosito, ce n'est pas un Congolais lambda. Mosito, ce n'est pas un Congolais comme moi. Mosito, c'est un leader politique. Et un leader politique, on ne parle pas comme tous d'autres Congolais. Sur les épaules de Mosito pèse l'avenir de la plus grande plateforme politique de l'opposition de mon pays. Je ne peux pas accepter que Mosito parle comme tout n'importe quel Congolais parce que lui, ses propos peuvent avoir des conséquences. Mosito dit qu'il faut faire la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je trouve que c'est un discours populiste qui n'a pas sa raison d'être. Pourquoi? Monsieur, avant de trouver des boucs émissaires à l'extérieur, avant de trouver les diables à l'extérieur, commençons par régler la situation chez nous.
Ce n'est pas le Rwanda qui nous empêche de faire la guerre contre tous les groupes armés qui sont chez nous. De quoi on parle, Christian Bossembe? Nous parlons de quoi? Est-ce que le Rwanda vous a dit de ne pas attaquer les ADF à Béni? Est-ce que le Rwanda nous a dit de ne pas attaquer les Maï Maï à Fizi et à Baraka? Ce n'est pas le Rwanda. Est-ce que c'est le Rwanda qui vous empêche de mettre à l'écart les militaires véreux qui sont chez vous, dans votre armée? Laisse-moi terminer. Est-ce que c'est le Rwanda qui nous a dit que tous les généraux véreux, commerçants, cités par tous les rapports internationaux, condamnés depuis plus de 10 ans... Des ventes d'armes, d'organes humains et tout ça. C'est le Rwanda qui vous a dit de ne pas les mettre hors de votre armée? Pourquoi faut-il trouver un bouc émissaire à l'extérieur alors que le problème c'est chez nous ici? Le problème du Congo ce n'est pas le Rwanda. Arrêtez de nous faire inculquer la peur de ce pays alors que le Rwanda... Avec le Tutsi Power, il serait très fort. Le Rwanda n'est pour rien, mon cher frère. Ok, on va attaquer le Rwanda à cause de la guerre dans l'Est de la République. Mais la guerre, les groupes armés, il n'y en a pas qu'à l'Est et à Manono. Qui a envoyé les rebelles qui sont à Manono à ce moment? Et les Camerounais Sapou, chez moi, au Kasaï? Les Vénielés à l'Équateur? Si on attaque le Rwanda pour l'Est et tout ce monde-là, le sérieux problème, le problème du Congo, c'est tout simplement un problème personnel. Nous avons un problème personnel d'organisation de notre armée. Nous l'avons dit ici. Il ne faut pas que les gens se dédouanent. Il ne faut pas qu'on trouve des boucs émissaires à l'extérieur en dédouanant les Congolais, nos autorités et notre armée de sa responsabilité. Notre problème, c'est que nous n'avons pas d'armée. Nous n'avons pas d'armée, nous avons une armée infiltrée, une armée qui est mal payée, qui est mal équipée, et c'est ça la responsabilité. Ce n'est pas le Rwanda qui nous empêche. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'occupation? Sommes-nous occupés? Vous croyez à cette thèse de l'occupation? Que ce soit l'occupation, que ce soit l'infiltration, ça c'est la responsabilité de la République démocratique du Congo et de notre commandant suprême. Ça c'est la deuxième des choses. Mozito ne doit pas croire que nous sommes amnésiques. Mozito était Premier ministre ici, il a fait 2 ans, 3 ans. Qu'est-ce qu'il a fait pour les forces armées de la République démocratique du Congo? J'entends Jackie dire, ce n'est pas lui, tout ça. C'était quand même le chef du gouvernement. Vous voulez les dédouaner pour rien? Combien de fois Mozito est allé à l'Est de la République pendant qu'il était Premier ministre? Mozito. Rappelez-vous, c'est sous Mozito qu'a éclaté dans ce pays le scandale de la nourriture des militaires. Où vous aviez des poches, des haricots, tout ça. Les militaires crevaient de faim dans l'Est de la République démocratique du Congo, alors que leur ration était vendue ici à Kinshasa. C'était sous Mozito. Vous voulez parler aussi de 30%? C'était sous Mozito, ici, Premier ministre. Mozito, son seul mérite, c'est d'avoir acheté 400 maisons pour son compte personnel. Avec l'argent faites des allégations. Faites des allégations. Avec l'argent du contribuable, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Gekoko Mulumba, député national, qui l'a révélé et qui a établi que Mozito s'était enrichi derrière le dos du Congo. Mozito, Premier ministre. Freddy Chiyoyo et Edmo Izuba. 36 mois d'arriéré de salaire à la RTVS1. Pour avoir payé, ils vont payer combien? 25 $? Pour un salaire de 25 $. Et c'est cet homme-là qui veut nous donner des leçons ici, un peu comme Jeannette Kabila est en train de faire pourrir les gens ici, de violer les droits des gens à Digital Congo. Comme vous, elle a violé vos droits. Voilà. Alors, un peu comme son frère. Donc, je crois qu'à un moment donné, les gens doivent être responsables. Je trouve aujourd'hui irresponsable pour nous de pouvoir responsabiliser, de trouver le Rwanda comme un bouc émissaire en ignorant nos propres réalités. Et je pense que Mozito a tout simplement raté l'occasion de ces terres. Nous n'avons aucune leçon à recevoir des Mozito. Mais vous n'allez pas comme l'empêcher de parler, Jackie Ndala. Ce n'est pas parce qu'on a été Premier ministre qu'on ne parlera pas. Vous n'avez rien fait, vous voulez donner des leçons aux gens. Mozito n'a rien fait. Je refuse de tomber dans des allégations gratuites comme Perrault. Mozito 400 maisons. Je ne dis pas que c'est moi. J'ai dit que c'est Gekoko Mulumba. Vous allez laisser parler. C'est pour dire que Mozito, Premier ministre, je crois que vous allez une fois l'avoir en interview, il vous dira que quand il était Premier ministre, il y avait un gouvernement parallèle. Kabila n'a pas laissé les gens gérer ce pays seul. Mais il n'a pas démissionné pour ça. S'il vous plaît. Non, mais attends. On est... Christian, attends, qu'est-ce que c'est? On n'a pas cette culture, il ne faut pas faire semblant. Vous êtes le Premier ministre de ce pays, c'était peut-être... un luxe. Quelque chose, évidemment, quelque chose qu'il n'avait jamais rêvé. Il était déjà ministre des Finances, il paraîtrait. Des budgets ou c'est quelque chose comme ça? Ministre après, en plus, c'était après le patriarche... Gizenga. Remplacer Gizenga, déjà, c'était... un prestige. Un prestige. Donc, il est important de voir tous ces paramètres-là. Mais la question de savoir si nous sommes infiltrés ou non. Est-ce que nous sommes occupés ou infiltrés? Que l'on soit occupé ou infiltré, le pays va mal. Le pays est infiltré par des éléments rwando-ougandais. Et c'est sous la bénédiction de M. Kabila. Il est important qu'on le dise à haute voix. Mozito est le leader, évidemment, mieux placé d'ailleurs même, pour dire qu'il est important que le Congo fasse la guerre au Rwanda. Nous, on n'a pas un problème avec le Rwandais, nos frères. Le Rwandais, moi je vais à Kigali quand je veux, je peux épouser une bonne Rwandaise tout de suite.
je veux bien, mais ce sont les leaders. Et même dans notre pays, ce sont les leaders aujourd'hui, les leaders rwandais au niveau de la politique, au niveau de l'armée, au niveau des services, qui nous posent problème. Parce que nous, le peuple hongrois, on n'a pas de problème. Évidemment, il faut qu'il y ait une force, n'est-ce pas, valable de pouvoir dissuader, n'est-ce pas, le gouvernement rwandais et nous faire respecter. Ça, c'est très, très important. Mais j'appuie, en plus, comme l'a dit le président élu, Martin Fayulu, c'est pas, je crois que ça doit être à Béni, qu'on ne pourra rien faire, ok, parce que tout ce que nous avons comme responsables, ce sont des responsables illégitimes. Commençons par les présidents de la République, jusqu'au niveau des institutions, tous sont illégitimes et n'ont pas reçu mandat du peuple congolais. Et c'est ça, c'est même le problème, c'est ça la source, n'est-ce pas, des différentes difficultés que nous avons aujourd'hui. Commençons par Kabila lui-même, qui n'avait aucune légitimité, qui n'était pas accepté par l'ensemble des Congolais. Et ce sont des répercussions de l'histoire de ce pays. Il est grand temps, cher Christian, cher Perrault, qu'on fasse des bilans de 30 ans d'indépendance. C'est quoi notre rôle en nous, en tant que peuple? Vous voulez parler de 59 ans d'indépendance? 60 ans. 60 ans. Le 30 juin 2019. Alors, oui, 2020, pardon. Est-ce que, mais Jackie, on va terminer. Est-ce que vous pensez que Martin Fayulu a raison quand il dit que le problème de ce pays, c'est Kabila? Il n'est pas allé par 4 chemins. Il dit le problème, c'est Kabila. Mettons-le hors d'état de nuire, le pays va se développer. Heureusement qu'il a été tellement clair. Moi, je l'ai dit. Sans équivoque, en tout cas. Je l'ai dit toujours, le problème de ce pays, c'est Kabila. C'est la personne physique. Ah non, mais attendez. Sérieux. C'est pas le système, mais c'est la personne. Le système est incarné par Kabila. Oui. Mais il y a des gens qui sont téméraires que lui. Est-ce que vous savez, Kabila était là, le premier ministre UDPS qui sont passés les deux, est avec Tshisekedi et Badibanga. Ils sont avec Tshisekedi. Aujourd'hui, ils sont avec Kabila. N'est-ce pas, Badibanga et Tshibala. Tshibala particulièrement est avec Kabila. Donc c'est Kabila la personne qui sait dire à Perrault, écoute, bon, t'as un souci pour c'est pas ta situation à Dichel Congo, tu viens, je te donne 50 000. Et demain, Perrault vient et sur le plateau, mais franchement, Kabila c'est un homme génial, formidable. Vous l'avez vu. Est-ce qu'il est normal que des ministres de ce pays se mettent en fil indien, saluant Némi Mulena, un député, pour aller je ne sais où? Vous avez vu ces images? Pourquoi? Pour Nani Batata, pour Nani Borozalaboué. Mais toi aussi, Jackie, toi aussi, je te le dire en face. Oui. Je t'ai reçu dans une de mes émissions. Oui. Mais tu m'as dit que Christian, il n'y a pas mieux que Kabila. On le regrettera dans ce pays. C'était à quelle époque? Tu m'as dit. Ok, c'était à quelle époque? Pendant qu'il était toujours dictateur. Un instant, j'ai réitéré encore ce que j'ai dit l'autre fois. Et vous nous avez présenté Mende comme quelqu'un de fabuleux. Non, pas du tout. Je vais te dire ce que j'avais dit précisément. Allez-y. Faut pas me prendre en cours de chemin. Je vous laisse le temps de le dire. Que moi, je crois en Kabila. À l'époque, ça doit être en 2010, fin 2010. Oui, ça doit être en 2011. Voilà. Non, avant 2011. Ouais. Avant les élections. Dans mon émission, c'était en 2011. J'ai dit, je crois que nous pouvons faire confiance en Kabila. J'ai même donné des raisons. J'ai dit, je crois en lui à l'époque. Parce qu'il est de ma génération. Kabila n'a pas vécu dans ce pays. J'ai considéré Kabila a vécu dans un pays anglophone où il a vu comment les choses s'est passées. Et je me disais, Kabila avait la possibilité et avait les moyens financiers, sécuritaires et même diplomatiques de créer une nouvelle classe politique. Je l'ai dit dans ton émission. Exactement. Et qu'il faut qu'on lui donne la chance de le faire. Évidemment, je me considérais comme étant quelqu'un qui devait, dans cette nouvelle classe politique, naître voir le jour. Mais après, il a échoué. On fait les constats. Pourquoi j'ai parlé de bilan? Alors Kabila devient mal quand vous quittez, quand on vous fait partir quand on vous menace, on va dire, quand vous tenez des propos assez difficiles. Je n'ai jamais été menacé parce que j'avais dit quelque chose. J'ai connu des problèmes pour avoir dit non au régime de Kabila. Et je continue à les dire, courageusement. Vous n'allez pas dire vous n'allez pas dire à Jackie, votre ami aujourd'hui, votre frère, qu'il est méchant pendant qu'il n'a pas encore présenté une attitude méchante envers vous. Vous regrettez d'avoir travaillé avec Kabila? Énormément. De toute façon, je n'ai jamais travaillé avec lui. En quelle qualité? Bon, du coup, vous regrettez d'avoir fait confiance à Kabila? Évidemment. Moi, il m'a trahi. Parce qu'il avait toutes les possibilités. Même en 2016, il y avait toutes les possibilités. Alors, c'est quoi la différence entre Kabila et Katumbi? Parce que finalement, vous quittez Kabila, vous faites alliance avec Katumbi, alors qu'on sait qu'hier, Katumbi, c'était avec Kabila. Est-ce que ce n'est pas un triangle de la mort, là, finalement? La question, elle est formidable. Je vais être bref. Allez-y. Pour que les gens comprennent. Allez-y. La différence entre Kabila et Katumbi, c'est sur le plan humanitaire. Point barre. Juste sur le plan humanitaire.
Je ne sais pas Kabila a fait quelles études, Katumbi a fait quelles études. Je ne vais pas aller dans la gestion de l'État parce que Katumbi a géré une province et tout le monde sait comment ça s'est passé. Et Kabila a géré un pays et tout le monde sait comment ça s'est passé. Mais je parle des individus parce que je les ai fréquentés personnellement. Je crois que Katumbi est beaucoup plus humanitaire que Kabila. Christian, merci Jackie Ndala. Parce que bon, Jackie fréquente quand même. Ah, tu veux bien, ok, allez-y. J'aimerais bien savoir. Je suis un peu scandalisé d'entendre que Jackie, la seule différence qui existe entre Katumbi et Kabila. Je n'ai pas dit la seule différence. Il a dit la plus grande. La plus grande différence. Ou celle qu'elle retient. L'illustration apparente. Jackie, aide-moi à comprendre un peu, toi qui fréquentes Katumbi. La plus grande différence apparente entre Katumbi et Kabila, c'est l'humanisme. Je dis que le Congo n'a pas de chance. Quelle malédiction avons-nous fait au bon Dieu pour être comme ça? Plutôt, qu'est-ce que Dieu vous a fait pour avoir ça? À Katumbi, seulement parce que sur le plan de l'humanisme, il est mieux que Kabila. Moi, je croyais que tu allais parler de l'idéologie. Mais l'idéologie, ça fait partie de l'humanisme. Mais attends, si vous n'êtes pas humanitaire, mais si vous n'êtes pas humain, comment vous aurez les idéaux, Pero Louara? Non. Si déjà vous n'êtes pas quelqu'un de bon, comment vous aurez des belles idées? Je réponds. Pero, c'est une question. J'ai pris votre place, c'est dans un conseil. Je réponds tout de suite. Pour le cas de la RDC, qui a beaucoup de chance d'ailleurs. Parce que tout ce que ce Congo vit aujourd'hui, ça appartient à l'histoire de notre pays. Ce sont des leçons à tirer dans l'avenir. Pour le cas du Congo, il faut commencer par quelqu'un de très humaniste. Il faut commencer par cela. Parce que quelqu'un d'humaniste, c'est voir dans quelle situation nous vivons aujourd'hui. Vous savez, les problèmes du Congolais, c'est quoi aujourd'hui? Au-delà du travail, je vois vous plaindre tous les jours. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez un petit problème juste de votre salaire. On ne vous a pas payé. Vous avez votre salaire. Vous savez pourquoi? Mais Digital, en tant qu'entreprise, vous a donné les moyens de travailler. Est-ce que vous pouvez reprocher à Digital? À l'époque, on était ensemble sur l'infrastructure. On avait les moyens. On pouvait se déplacer. On pouvait aller en voyage. Nous avions des avantages. Je parle de l'humanisme à ces niveaux-là. Pour le peuple du Congo, Katumbi, c'est un monsieur qu'il faut au départ. J'ai dit tout à l'heure, je ne parle pas du diplôme des gens. Je ne parle pas d'expérience de la gestion. Je parle sur le plan humanitaire. Très bien. Et ça, c'est un élément très très important. On le dépasse. Très bien. On dépasse. Il nous reste plus de 10 minutes. Parlons-en. L'église catholique, le FCC veut se rapprocher de l'église catholique. Et Némi Mulania pense qu'il y a eu de petits... Ce que moi, j'ai pas compris. Jackie, permets-moi... Non, c'est plutôt... Béro, explique-moi un peu. Voici ce que Némi Mulania dit. On a eu de petites contradictions avec l'église catholique et de tout petits problèmes de compréhension que nous pensons régler. Alors là, je suis totalement à côté. Non, moi je suivi parfois avec larmes. C'est pas possible. Cette histoire, cette rencontre de mauvais goût que Kabila a organisée à Kingankati. Heureusement que Jackie l'a dit. Un jour ouvrable. Vous regardez les images, vous voyez des professeurs d'université, des ministres, des députés qui boycottent une cérémonie officielle organisée par le président de la République pour aller comme des enfants en file indien, aller saluer Kabila. Je dis quand même que nous sommes dans quel pays. Ça, c'est la première des choses. Mais lorsque Némi dit qu'on a des problèmes de compréhension, tout ça, Némi ne comprend pas. Ce qui a opposé les catholiques et le FCC et Kabila, ce n'est pas un combat d'individus, c'est un combat basé sur des valeurs. Et des principes. Et des principes. Les catholiques divergeaient des Kabila sur le plan des violations des droits de l'homme. Le régime des Kabila, c'est un régime qui a violé les droits de l'homme dans ces pays. C'est un régime qui a tué les gens. Aussi Mukindi, Thérèse Kapangala et tout ce monde-là. Des gens tués au sein de l'église. Les gens étaient assassinés. Dans les paroisses. C'était pas dans la route. Qu'est-ce que des prêtres diverger les catholiques avec les régimes des Kabila? C'est le troisième mandat des Kabila. C'était quoi la pomme de discorde? La pomme de discorde, c'était les sociales des Congolais. Lorsque Némi dit qu'on va aller maintenant régler des problèmes, est-ce que nous sommes dans un autre paradigme ou nous sommes toujours dans la même situation? Le même FCC est là, violant les droits de l'homme. Jeannette Kabila, qui est une figure impressionnante du FCC, peut vous le démontrer. Les gens à Digital sont en train de broyer du noir. On a des arriérés, des salaires et tout ça. Le même FCC est toujours au pouvoir et les sociales du Congolais ne s'améliorent pas. Donc, dans le fond, les questions qui divisaient l'église catholique avec le FCC n'ont pas été réglées. Aujourd'hui, même si le FCC fait les yeux doux à l'église catholique, aussi longtemps que le valeur, les principes sur lesquels était fondé le combat de l'église catholique n'ont pas trouvé satisfaction dans le rang du FCC, je crois que cette tentative de rapprochement n'aboutira absolument à rien. Alors, le seul problème et la seule chose qui nous reste, c'est de fragiliser Kabila. Comme Mbongo l'a dit. Comme le cardinal l'a dit, faire de notre mieux pour fragiliser Kabila, le rendre impuissant
au fin de permettre à Félix Tshisekedi de pouvoir réussir son mandat. Alors, mais Jacques Ndala, vous avez été dans le combat, où vous êtes battu ce jour-là, le jour où Rossi Chimanga tombé, vous étiez dans la rue, vous avez été gazé, même avec vos jeunes qui vous accompagnaient. Je crois peut-être que vous avez connu des gars aussi comme ça. Thérèse Kapangala, oui, ta sœur Thérèse Kapangala n'a pas été tuée dans la rue. Ta sœur a été tuée parce qu'elle protégeait d'autres personnes. Assassinée, vous voulez. Alors, mais aujourd'hui, l'Église, c'est des petites incompréhensions, alors de tout petits problèmes seulement. C'est malheureux. C'est malheureux parce que je crois que le Congo, notre élite aujourd'hui, particulièrement celle qui se trouve aux côtés de Kabila dans la FCC, ne cède pas soi-même. Vous savez, la seule façon d'aider Kabila, les Mulaniens et la bande, c'est de reconnaître les bêtises commises, les reconnaître ouvertement. Faut pas minimiser ça. Juste ça. Juste reconnaître que nous avons péché. Vous n'avez pas péché contre Mbongo, vous n'avez pas péché contre Monsengo. Parce que Monsengo, là, on a vu le pendé, on a vu des gens passer dans les médias. Oui, bien sûr, même Mbongo. Des propos injurieux. Nous avons vu ça. Nous avons eu des prêtres en petites culottes au niveau de la télévision nationale. Ça, ce sont des petites incompréhensions. Ce sont des petites incompréhensions, ça. Un prêtre catholique humilié à ce niveau. Gazé, hein. Gazé dans l'église, dans les temples. Ouais. On a vu des prêtres en soutane, allongés sur le boulevard, traînés comme de petits enfants. Ça, vous dites que ce sont des petites incompréhensions. Ouais. Je crois que c'est là que j'ai dit que Kabila a un problème, en fait. Ce ne sont même pas tous ces gens qui sont autour de lui. C'est lui qui est le problème. Parce que Kabila comprenait certaines choses. Moi, je me rappelle encore quand on sortait, on nous disait on va tirer, on va gazer sur vous, on va tirer à balles réelles parce que nous avons appris qu'il y a des gens qui ont infiltré des catholiques, qui sont armés, qui vont renverser le pouvoir. C'était des prétextes pour agir. Pour ça, il fallait se comporter comme cela. On a fait combien de marches? Et moi, je voyais quand on marchait, on n'avait que des rameaux et des chapelets, s'il vous plaît. Des rameaux et des chapelets. Et c'est devant ça qu'il fallait vraiment des gaz lacrymogènes expirés même. Il paraît qu'il y a même des gens, des forces armées qui sont rentrés dans les églises, interrompant les messes. J'ai vu, moi, des militaires armés jusqu'aux dents. Jusqu'aux dents, oui. Voilà, j'ai vu des militaires armés jusqu'aux dents. Et même, j'ai soupçonné que notre armée était infiltrée à l'époque. J'ai vu des citoyens, des messieurs en tenue, j'ai dit, mais ça c'est... Qui n'ont pas notre physionomie, pas du tout. J'ai vu avec mes propres yeux. Ouais. Ça j'ai vu. Je peux encore témoigner autour. Et puis il y a encore cette rumeur qui viendrait d'un pays voisin et tout. Donc à cette époque, je crois qu'il y avait l'intention de nuire et l'intention de salir l'église catholique. Aujourd'hui, vous rappellerez des propos du pasteur Mukuna qui a vilipendé l'église. Oui. Donc il y a eu des choses qui sont faites qui ne sont pas des simples incompréhensions. Et allez jusqu'à dire entre vous, franchement, c'est des malades mentaux, dire que voilà, si les candidats FCC avaient échoué, c'est à cause de la divergence avec l'Église catholique. Mais non! Si Chadari a échoué, Chadari qui a tous les atouts d'être président de ce pays aujourd'hui, par rapport à son parcours au niveau de la gestion de l'État, fonction publique. Ouais. Chadari, c'est un candidat performant et qui avait évidemment les atouts. Chadari a échoué. Tout simplement parce que la fin politique de Kabila avait il avait donc l'anathème. Clochardisé les Congolais, avait paupérisé les Congolais, avait considéré, n'est-ce pas, avait transformé la gestion de la chose publique en mafia d'État. On a terminé cette émission. 200 millions de dollars, parlons-en rapidement. 200 millions, ces gens se trouveraient dans une ferme ou dans un jardin, je ne sais pas moi, caché quelque part. Mais le scénario le plus important, Péro, ce qui me fait rire, c'est qu'on appréhende les gens. On appréhende les gens à Njili. Du moment où on les fait descendre de l'avion, on ne le voit plus. Et les agents ne voient plus les personnes qui vont débarquer. Ils ont pris un sens contraire, une destination inconnue. Au moment où je vous parle, ces gens, on ne le voit pas dans la circulation. Non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Le secrétaire général de la GECAMIN a animé une conférence de presse. Il a rencontré les journalistes avant-hier. Non, mais ils n'étaient pas eux, ils n'étaient pas seuls, ils étaient nombreux. Mais un bon nombre ne se retrouve pas. Ils ont fait un démenti. La situation de la GECAMIN est tout simplement l'image de ce que Kabila a fait de ces pays pendant 18 ans. Vous savez que s'il bloque jusqu'aujourd'hui les ordonnances présidentielles, c'est tout simplement parce qu'il a transformé la GECAMIN en un véritable coffre-fort personnel. C'est ça le problème. Il a cette affaire-là. Kabila est allé prendre un industriel en textile qui ne connaissait rien des mines qui s'appelle Yuma, et qui va les nommer. Yuma, après avoir échoué terriblement dans les textiles, parce qu'il est quand même un des Lutex Africa. Oui, Lutex Africa, pardon. On sait où se trouve Lutex Africa aujourd'hui. Et lorsque Kabila va les piquer dans les textiles, Yuma n'avait aucune connaissance en matière de mines.
Mais il avait tout simplement besoin d'un homme de main qui pouvait l'aider, non seulement à saucissonner et à piller cette entreprise-là, mais aussi à assurer ses arrières financiers au niveau de la Gécamine. C'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, vous parlez de 200 millions. Vous prenez un contrat obscur. On n'aura pas suffisamment de temps. On n'aura pas le temps. Ce qui est la question des Fleurettes et Ventura, mais des contrats qui n'existent pas du tout, parce que moi j'ai vu le contrat. Ils viennent vous raconter une histoire assez rocambolesque et c'est tout simplement malheureux. Et ça, moi, ça me met mal à l'aise. Lorsque j'entends que ce pays est pillé, saigné à blanc comme on le voit là, le président de la République nous dit pas question de fouiner dans le passé. Mais ça, ce n'est pas le passé. Ça, ce n'est pas le passé. Ça, c'est le présent. 200 millions. À un moment donné, aujourd'hui, avec des situations comme ça, Félix Tshisekedi, après 15 millions, après 2 millions de Lobo, après 6 millions, nous avons une affaire de 200 millions. On lui donne des occasions de nous montrer effectivement qu'il y a changement dans ce pays. S'il ne le fait pas, il donne raison à Jacques Ndala et aux gens de la Mouka qui disent que c'est toujours Kabila qui contrôle ce pays. C'est à lui de décider. Mais là, il a des occasions pour nous montrer effectivement que ce n'est pas Kabila qui gère ce pays et que les choses ont changé et que là, nous sommes au régime du peuple d'abord. Mais ça va faire des bruits comme ça. 200 millions de dollars américains, Yuma et Kabila vont s'enrichir. Je vous ajoute, c'est pas que 200 millions, on a découvert encore qu'il y avait 300 millions qui se partaient, qui finalement se vilipendés. Bon, alors, on va terminer, Jackie. Comment faire pour sortir de cette république des millions? C'est pour ça la république des millions. Allez-y alors. Soyons sérieux. Regardons-nous droit dans les yeux. Le pays est encore sous le contrôle des Kabila. Et tout cela, c'est la résultante de l'alternance mal négociée de notre frère bien-aimé, Félix Tshisekedi. Et nous croyons en lui. Nous pouvons lui faire encore confiance. Sincèrement, je crois que Félix, fils d'Etienne Tshisekedi, c'est lui qui a combattu aux côtés de son père. C'est lui qui a les sons du Sphinx. Je crois qu'il peut faire quelque chose. Tshisekedi n'est pas un naïf. Faisons-nous confiance. Mais retenons quand même qu'il a mal négocié son pouvoir et ça, ce sont les conséquences. Un président de la République ne peut pas prendre une ordonnance et être empêché d'entrer en exécution par un ministre. Et ces ministres assistent tout le jour au conseil du gouvernement. Sans inquiétude, c'est une honte, c'est une bassesse. Kabila n'a pas besoin de compétences, n'avait pas besoin de compétences. Kabila avait besoin des gens qui font des courbettes. Regardez l'Assemblée nationale aujourd'hui. Qui sont là-bas? Ce sont des gens qui se choisissent personnellement, parce qu'ils savent que si un petit mot, ils vont tous faire des courbettes et voter des lois en sa faveur. Félix a une lourde responsabilité, et une responsabilité historique. Il doit prendre les choses en main pour que le Congo retienne son passage comme un véritable leader qui était dans l'opposition et qui a, n'est-ce pas, hérité le peuple d'abord venant de son père. Merci beaucoup Jacques Ndala, c'en est fini. C'était merveilleux parce que nous avons finalement épousé tous nos sujets et dans le temps, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup Jackie. J'aimerais bien tourner une émission avec vous, ça sera l'émission de la fin de l'année. Hein. On va faire un bilan de l'année, Perrault. On va faire un très grand plateau où l'on va discuter, même si tu m'accuses, enfin disons, tu me taquines un peu ces derniers temps. On va faire un très beau plateau. Ne vous en faites pas, le plateau qui vous fait transpirer aujourd'hui ne sera plus le même. Vous avez un sponsor. C'est normal. Je ne cite pas les noms. Mais en fait aussi ça. Allez-y, ouais. Comment on a que même président de la République, même gouverneur, souffrir. Comment on a passé. Va trouver solution. Mon frère, Congolais azako souffrir na niveau oyo imagine soko talibo za na motema ya mawa mami so kitao. Ce n'est pas possible. Tant on muto zo kanisa ki fami sa 6 millions pour ça la fête alternance, ozo kanisa ta 6 millions na niveau assainissement ville Kinshasa ko sanini. 6 millions na transport en commun ko sanani. Kabila a laissé ce pays après 18 ans, tout ça na boulevard moderne mon côté. J'ai dit boulevard moderne. Tout ça na autoroute moderne mon côté. Tout ça, la compagnie aviation moderne, tout ça, un transport en commun moderne dans la ville à Kinshasa. Non, c'est une honte. S'il vous plaît, prenez le Boyoka, la peuple Mawa. Vous en avez beaucoup. Et ça, magie. Et ça, si c'est tout, vous avez bon doki. Mais ce n'est pas possible. On termine. Merci beaucoup. Meilleurs vœux à toi. Merci. Et bon vent pour l'année qui commence. Ce sera un plaisir. Et encore de l'avant. Vous allez regarder la caméra, donner vos coordonnées pour continuer le débat. 98 19 52 49. 09 98 19 52 49. Oui, nous sommes la dynamique Katumbi président. Nous pensons qu'il est important que Katumbi, après tout ce qui s'est passé dans ce pays,
après la présidentielle qui arrive prochainement, qu'il soit élu président de ce pays. Voilà, nous vous demandons de nous appeler aussi pour adhérer au parti Ensemble pour la République. C'est les 0243 99 99 11 011. 099 99 11 011. C'est donc Jacques Ndala, président national de la Dynamique Katumbi, président DKP. Merci Christian. Merci beaucoup à vous. Bon vent au parti de Moïse Katumbi qui vient de créer. Bon vent aussi au parti de M. Salomon Escadela. Bon vent. Il n'a plus de parti? Non, il est entré. Ah, il est entré. D'accord. Donc bon. Je pensais que tu allais dire que bon vent au parti qui arrive, FCC. Bon, lesquels partis FCC? Le FCC a l'intention de s'effondrer aussi en parti politique. Mesdames et messieurs, vu l'urgence de la gravité des propos tenus dans ce plateau, je me dois conclure l'émission. Je vous retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.